5 mots, c'est tout ce qu'il a fallu. Pas une armée, pas un missile, pas un blocus naval, pas une déclaration de guerre. 5 mots prononcés debout à Pékin. Et tous les ministères des Affaires étrangères de la planète ont compris simultanément ce qui venait de se passer. Le 14 avril 2026. 40 jours de silence. 40 jours pendant lesquels la Chine observait, calculait, positionnait ses pièces sur l'échiquier mondial sans dire un mot de trop. Et puis Xi Jinping se lève aux côtés du prince héritier d'Abu Dhabi. Nous ne devons pas permettre au monde de retourner à la loi de la jungle. Arrêtez-vous sur cette phrase. Il ne parlait pas de l'Iran. Il ne parlait pas du détroit d'Ormuz. Il ne parlait pas du cessez-le-feu fragile négocié au Pakistan ou des 440 îles à l'aide d'uranium enrichi qui bloquent les négociations. Il parlait de l'Amérique, devant un prince arabe, dans une salle que les caméras du monde entier regardaient. Et voilà ce que personne n'a encore mesuré pleinement, pendant que vous regardiez les missiles, les tankers bloqués et les tweets de Trump. La Chine exécutait silencieusement le plan le plus sophistiqué de sa diplomatie moderne, simultanément sur 3 fronts, sans tirer un seul coup de feu, sans perdre un seul soldat, et les résultats de ces 65 jours vont redéfinir l'ordre mondial pour les 10 prochaines années. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez comprendre va changer définitivement votre lecture de cette crise, et de la suivante, pour comprendre ce que la Chine vient de faire. Il faut commencer par le chiffre que personne ne met en première page. 21%. C'est la part des flux commerciaux maritimes mondiaux qui transitent par le détroit de Taïwan, contre 8% seulement pour le détroit d'Ormuz. Laissez ce contraste s'installer. Pendant que l'Amérique mobilise 3 groupes de porte-avions, des destroyers, des sous-marins, des P-8 Poséidon, pour contrôler 8% du commerce maritime mondial dans le golfe Persique. La Chine dispose tranquillement d'un levier 2,5 fois plus puissant à 2 heures de vol de ses côtes, sous sa propre zone d'influence, et que personne ne surveille vraiment parce que tout le monde regarde ailleurs. Ce n'est pas un hasard, c'est une architecture. Et ces 65 jours de guerre iranienne lui ont permis de la consolider discrètement pendant que Washington avait les yeux rivés sur Ormuz. Voilà les autres chiffres que les médias n'alignent jamais ensemble. La Chine achète environ 90% du pétrole brut iranien transporté par voie maritime. Elle opère une grande partie de la flotte fantôme qui constitue l'infrastructure économique cachée de Téhéran. Taïwan produit plus de 90% des semi-conducteurs avancés dont le monde entier dépend. Pour l'intelligence artificielle, les smartphones, les systèmes de défense, chaque produit technologique complexe sur Terre, et le groupe naval chinois déployé à l'est du détroit de Luzon pendant les exercices Balikatan 2026, comprenait un destroyer de type 055, l'un des bâtiments de combat de surface les plus performants au monde. Assemblés ensemble, ces chiffres racontent une histoire très différente de celle des plateaux télévisés. D'un côté, une armée américaine dont 100% de l'attention est absorbée par un détroit, qui représente 8% du commerce mondial. De l'autre, 90% des puces avancées mondiales sous contrôle potentiel chinois, et un levier géographique 2,5 fois plus puissant que personne ne surveille. Si cette analyse vous apporte quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. On continue. Maintenant, décortiquons exactement ce que la Chine a fait pendant ces 65 jours. Frontière par frontière, plan par plan, parce que chaque mouvement était coordonné et aucun n'était improvisé. Premier front diplomatique. Le 7 avril 2026, au Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution proposée par Bahreïn visant à sécuriser le détroit d'Ormuz est soumise au vote. 11 pays votent pour. La Chine et la Russie opposent leur veto. Mais voilà ce que la plupart des analyses ratent. Le veto n'est que la moitié du mouvement. Simultanément, Wang Yi appelle le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, pour l'exhorter à garantir la liberté de navigation dans Ormuz, tout en défendant la souveraineté iranienne. Analysez ce double mouvement. La Chine vote contre une résolution qui forcerait l'Iran à ouvrir le détroit. Et dans le même temps, elle appelle l'Iran à ouvrir le détroit. Elle se positionne simultanément des 2 côtés de l'équation. Alliée de Téhéran, garante de la stabilité commerciale mondiale, critique de l'unilatéralisme américain et modératrice responsable. Aucun autre acteur externe ne peut répliquer cette position, ni les États-Unis, ni la Russie, ni l'Europe. Puis vient la phrase du 14 avril face au prince héritier d'Abu Dhabi. Nous ne devons pas permettre au monde de retourner à la loi de la jungle, prononcée dans la capitale chinoise, devant une monarchie du Golfe, directement impactée par la fermeture d'Ormuz. Le message aux pays arabes est d'une clarté absolue. Nous sommes votre partenaire stable et prévisible, pas eux. Et ce message résonne profondément dans des capitales qui ont regardé les missiles américains frapper l'Iran
Les blocus affectaient leurs exportations et leur économie absorbait des chocs qu'ils n'ont pas décidés. Deuxième front militaire. Du 20 avril au 8 mai 2026. Les exercices Balikatan mobilisent donc pour la première fois simultanément 7 nations. Le Japon, les États-Unis, les Philippines, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et la France. La plus grande coalition militaire américaine dans la région du Pacifique depuis des années, pendant exactement cette même fenêtre temporelle. La Chine déploie un groupe naval à l'est du détroit de Luzon, un destroyer de type 055. Le Zuni, accompagné d'un destroyer type 052D, d'une frégate type 054A et d'un navire ravitailleur. Des exercices de tir réels sont conduits. Le timing est chirurgical. Pas devant la côte américaine, pas devant Guam, exactement là où les exercices Balikatan se déroulent. Comme pour dire, vous nous regardez jouer à la guerre dans le Golfe. Nous jouons à la vraie guerre dans votre cour. Et simultanément, au moment précis où la capacité de réaction américaine est maximalement concentrée dans le Golfe Persique. La Chine resserre son contrôle sur Scarborough Shoal, en mer de Chine méridionale. Des barrières flottantes, des patrouilles renforcées, des navires de garde-côte qui bloquent l'accès aux pêcheurs philippins. Des sources chinoises confirment à plusieurs journalistes. La guerre en Iran représente une opportunité d'avancer les positions chinoises dans l'Indo-Pacifique, exactement quand la capacité de réaction américaine est la plus contrainte. Ce n'est pas de l'opportunisme, c'est de la planification. Troisième front, juridique. Et c'est le plus dévastateur de tous. Le blocus naval américain du détroit d'Ormuz est fondé sur un principe du droit international maritime. Le droit de passage innocent dans les détroits internationaux. Washington l'a utilisé pour légitimer son action. Et en faisant ça, il vient de construire de ses propres mains l'argument juridique dont la Chine avait besoin depuis des années pour Taïwan. Le professeur Carlyle Thayer, professeur émérite à l'Académie de défense australienne, l'a dit explicitement au magazine Time le 15 avril 2026. Le blocus américain d'Ormuz crée un précédent permettant à la Chine de soutenir que le détroit de Taïwan n'est pas une voie maritime internationale. Traduit en langage clair, l'Amérique vient de forger elle-même l'argument juridique dont Pékin avait besoin pour légitimer un éventuel contrôle du détroit par lequel transitent 21% des flux commerciaux mondiaux. Et depuis juin 2022, la Chine fait progressivement évoluer sa revendication sur le détroit de Taïwan, passant des eaux intérieures à la mer territoriale, à la zone contiguë, à la zone économique exclusive, chaque étape légalement contestée, chaque étape maintenue, chaque étape consolidée. Aujourd'hui, Washington vient d'ajouter un argument de poids à cette progression. Involontairement, mais irrévocablement. Ce n'est pas la première fois qu'une puissance dominante laisse un compétiteur exploiter une distraction stratégique majeure. Et c'est là que l'histoire est impitoyable. En 1956, pendant la crise de Suez, l'Union soviétique a écrasé la rébellion hongroise pendant que l'Occident regardait la Méditerranée. En 2014, pendant que l'attention mondiale était fixée sur la Crimée, la Russie consolidait discrètement ses positions dans le Donbass. En 2026, pendant que l'Amérique gérait Ormuz depuis 65 jours, la Chine avançait sur 3 fronts simultanément. Les grandes puissances ne tirent pas toujours les leçons de l'histoire, et celles qui ne les tirent pas paient un peu le prix dans la décennie suivante. Voilà maintenant ce que personne ne dit assez clairement sur le rapport de force au sommet du 14 mai. Trump déclare aux journalistes que Xi Jinping souhaite la fin de la guerre. C'est exact. Mais il omet le détail essentiel. La Chine veut que la guerre se termine selon des conditions qui reflètent la nouvelle réalité stratégique que ces 65 jours ont produite. Pas selon des conditions qui restaurent l'ordre américain d'avant-guerre. Il y a une différence fondamentale. Et cette différence va définir l'issue du sommet. Pékin entre dans cette réunion avec plusieurs atouts que ces 65 jours lui ont donnés. Un précédent juridique sur les détroits, un renforcement de ses positions dans le Pacifique occidental, un positionnement diplomatique renforcé auprès du monde arabe et du Sud global, et la démonstration que l'Amérique peut se battre sans gagner pendant plus de 2 mois face à une puissance régionale comme l'Iran. Ce capital de négociation ne s'évapore pas avec une poignée de main. Il structure les termes de ce qui va être discuté. Pensez-vous que Washington comprend réellement l'ampleur de ce que la Chine a accompli pendant ces 65 jours ? Écrivez-le en commentaire, oui ou non, et expliquez pourquoi. Je lis chaque réponse. Et partager cette vidéo, c'est exactement le type d'analyse stratégique que les grandes chaînes d'information n'ont pas le temps de faire. On continue. Maintenant, mettons tout ça en perspective avec le chiffre que j'ai gardé pour la fin, parce qu'il change tout le cadre de lecture.
En 1972, quand Nixon est allé à Pékin pour le voyage qui a ouvert la Chine, le PIB américain représentait approximativement 18 fois celui de la Chine. En 2026, à parité de pouvoir d'achat, les deux économies sont à quasi-égalité. Ce n'est pas une statistique abstraite, c'est la mesure de la transformation la plus rapide du rapport de force économique mondial dans l'histoire moderne. Et c'est le contexte dans lequel Xi Jinping prononce ces 5 mots. Pas depuis une position de faiblesse, demandant à être respecté. Depuis une position de quasi-égalité économique, revendiquant une place dans la définition des règles. La loi de la jungle qu'il dénonce, c'est précisément le système dans lequel une puissance dominante peut imposer ses règles unilatéralement, parce qu'aucune autre puissance ne peut la contester. Ce système a fonctionné pour l'Amérique pendant 50 ans, mais le chiffre de 2026 dit que ces conditions structurelles sont en train de disparaître. Voilà maintenant les 3 horizons temporels qui définissent l'enjeu réel de ce moment. Dans 2 ans, si le sommet du 14 mai ne produit qu'un accord de façade, les tensions en mer de Chine méridionale auront atteint un seuil que les mécanismes de désescalade actuels ne pourront plus absorber. Les incidents entre navires chinois et philippins se multiplieront. Les exercices militaires deviendront plus fréquents. Et la question de Taïwan passera de si à quand dans les salles de situation. Dans 5 ans, si le précédent juridique d'Ormuz n'est pas contesté et inversé, la Chine disposera d'un arsenal d'arguments pour revendiquer le détroit de Taïwan devant les tribunaux internationaux. Des arguments que l'Amérique elle-même aura contribué à forger, et 21% des flux commerciaux mondiaux seront sous la menace d'un contrôle unilatéral chinois en cas de crise taïwanaise. Dans 10 ans, le monde qui achète ses semi-conducteurs, son énergie et ses infrastructures, selon les conditions que Pékin aura négociées lors des crises de cette décennie, ressemblera très peu au monde que Washington pensait gouverner en 2001. Pas parce que l'Amérique aura perdu une guerre, mais parce qu'elle aura laissé s'installer une architecture de pouvoir alternative pendant qu'elle regardait ailleurs. Et la question que vous devez vous poser maintenant n'est pas « Qui gagne la guerre en Iran ?» La question est « Qui gagne le monde qui vient après ?» Ce que ces 65 jours nous ont appris sur le fonctionnement réel du pouvoir au XXIe siècle est simple et brutal. La puissance ne se mesure plus seulement en porte-avions et en ogives nucléaires. Elle se mesure dans la capacité à occuper plusieurs espaces simultanément sans que l'adversaire puisse identifier lequel surveiller en priorité. Elle se mesure dans la patience de 40 jours de silence calculé, dans la précision d'un déploiement simultané sur 3 théâtres, et dans la capacité à prononcer 5 mots qui positionnent un pays comme l'interlocuteur incontournable de l'ordre mondial fracturé. L'Amérique se bat, la Chine positionne. L'Amérique dépense, la Chine investit. L'Amérique déclare des victoires, la Chine construit des architectures. Ces 2 logiques ne se valent donc pas de la même façon sur 10 ans. Abonnez-vous et activez la cloche, on couvre chaque développement de cette crise en temps réel. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que la Chine est en train de gagner la guerre sans se battre, ou Washington a encore des cartes que personne ne voit? Je lis chaque réponse. À très vite.